Un pompier court au milieu d'un immeuble en feu. L'air est chargé d'une épaisse fumée noire et des débris en feu tombent autour de lui. Dans la confusion, il a été séparé du reste de son équipe. Ils ont probablement déjà quitté le bâtiment et au vu des circonstances, ils devraient probablement faire de même. Mais au moment où le pompier se retourne pour redescendre les escaliers, il entend quelque chose. Des cris provenant d'une pièce au bout du couloir. Le pompier se précipite vers la porte. Il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Il entend une voix qui appelle à l'aide. « J'arrive !» crie le pompier. Il tente d'ouvrir la porte, mais il n'y parvient pas. Il recule et se jette contre elle, encore et encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Une vague de chaleur et de fumée submerge le pompier, mais il distingue qui appelait à l'aide. À l'autre bout de la pièce, cachée sous un lit, il y a une jeune fille. Elle serre un lapin en peluche et pleure de peur. Le pompier fait un pas vers elle, mais il sent que le sol commence à céder et qu'il doit reculer. Le sol ne supportera jamais son poids. Il faut que la fille rampe jusqu'à lui. C'est sa seule chance. Il fait signe à la fille de venir jusqu'à lui, tandis qu'une pluie de débris enflammés s'abat. La petite fille se met à ramper vers lui, d'abord lentement, puis plus rapidement. Elle est pratiquement arrivée jusqu'à lui quand retentit un fort craquement. Le pompier ne peut que regarder le sol s'effondrer sous la petite fille, qui tombe, mais elle est soudainement stoppée dans sa chute. Le pompier n'en revient pas. Sa chemise s'est accrochée à un tuyau endommagé. La fillette est en suspension dans les airs, tandis que son lapin, en peluche, est englouti par les flammes. Le pompier tend la main à la petite fille, qui lui tend la sienne. Ils s'étirent tous les deux autant qu'ils le peuvent, encore un peu plus loin. Ils y sont presque. Au moment où le bout de leurs doigts se touche, le reste du plancher cède, et ils tombent tous les deux. Dehors, des équipes munies de lances à incendie luttent contre les flammes et tentent de maîtriser l'incendie qui devient de plus en plus incontrôlable. Un cri retentit au sein de l'une des équipes et des hommes se mettent à courir au moment où une grande partie du bâtiment s'effondre. « Il y avait encore quelqu'un à l'intérieur ? Où est John ?» demande le chef des pompiers aux personnes présentes. Mais personne ne l'a vu. À ce moment précis, dans l'entrée du bâtiment, une silhouette sortant des flammes apparaît. C'est John. Il sort du bâtiment en feu, son uniforme ayant l'air d'avoir été complètement brûlé par les flammes. Il est vivant, mais il est seul. Lorsque les autres pompiers se précipitent pour l'aider, on dirait qu'il est hébété. Ils lui demandent ce qui s'est passé, s'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur, mais il se contente de les regarder fixement. Quelques semaines plus tard, John se retrouve à la caserne. Ses collègues pompiers ont encore du mal à croire qu'il soit sorti indemne de ce brasier. Mais si par miracle, les flammes n'ont pas touché son corps, il semble qu'elles l'aient marqué d'une autre manière. Il est assis à une table avec de nombreux papiers étalés devant lui. L'un des autres pompiers de son équipe commence à le taquiner et lui demande sur quoi il est en train de travailler. De quoi s'agit-il cette fois-ci ? Est-il en train de faire ses comptes mensuels ? Vérifie-t-il ses relevés bancaires à la recherche de frais abusifs ? En fait, John se penche sur son plan de retraite. Cet incendie lui a fait comprendre que la vie peut être très courte, mais il lui a aussi appris qu'il est important de mettre de l'ordre dans sa vie, afin que le temps que l'on passe sur cette terre soit bien utilisé. Le pompier se moque de John, et la cloche se met à sonner. Fini les blagues, il est temps de s'habiller et de partir. Les pompiers interviennent sur un autre grand incendie de bâtiment. Un homme qui se précipite hors du bâtiment leur dit, entre deux quintes de tout, qu'il y a encore des gens à l'intérieur. Les pompiers n'hésitent pas et se précipitent dans le bâtiment. Ils inspectent le deuxième étage et aperçoivent une porte sous laquelle s'échappe de la fumée. John vérifie la température de la porte et fait un signe du pouce. Ils ouvrent la porte et se dirigent à l'intérieur. La fumée est si épaisse qu'aucun des deux ne peut voir grand-chose. Mais ensuite, à travers la fumée, ils aperçoivent quelque chose. Une femme est étendue sur le sol. Ils s'avancent tous deux vers elle lorsqu'une poutre tombe du plafond. Ils plongent et évitent de justesse de se faire écraser. L'autre pompier se lève et demande à John s'il va bien, mais il ne lui répond pas. Il regarde rapidement autour de lui, mais ne le voit pas. C'est comme s'il s'était volatilisé. Mais pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Il attrape la femme, laquelle se met à tousser lorsqu'il la soulève. Elle est encore en vie. Lorsque le pompier sort du bâtiment avec la femme, celle-ci semble avoir complètement repris conscience. Le chef s'approche d'eux, mais le pompier se contente de hocher la tête, comme pour lui dire « John ne s'en est pas sorti cette fois-ci ». La femme qui a été sauvée de l'incendie est hospitalisée. Les médecins ont du mal à le croire, mais elle leur dit qu'elle va bien, et les radiographies de ses poumons montrent que tout est en ordre. C'est comme si elle n'avait pas été évacuée d'un immeuble où ont péri de nombreux civils et pompiers.
Le médecin lui explique qu'ils vont devoir effectuer d'autres examens et que si ceux-ci sont bons, il sera inutile de la garder. En quittant sa chambre, il s'arrête et se retourne vers elle pour lui dire une dernière chose. Elle a de la visite. La femme semble troublée. Alors que le docteur sort de la chambre, un groupe de personnes en costume noir foncé entre dans la pièce. On dirait des agents du FBI ou de la CIA, mais ils n'ont pas de badge. « Bonjour madame, nous sommes de la fondation SCP, nous vous cherchions. » Au moment où les agents de la fondation prenaient cette jeune femme en charge, les chercheurs étaient en train de lui préparer une cellule de confinement. Dès qu'elle y sera, elle recevra un nouveau nom, SCP-069. Cette anomalie est une entité humanoïde, même si son apparence peut varier considérablement grâce à son étrange faculté. Chaque fois que le SCP-069 est laissé seul avec le corps d'une personne récemment décédée, le SCP-069 prend son apparence. Et non seulement le SCP-069 ressemblera à la personne récemment décédée, mais il adoptera également son comportement, sa voix et même sa façon de parler, ce qui lui permettra de ressembler et de parler exactement comme la personne qui vient de mourir. Au moment où il commence à ressembler à la personne, le cadavre disparaît également par un processus que les chercheurs de la Fondation n'ont pas encore expliqué. Le corps disparaît sans laisser la moindre trace et à sa place, il ne reste que le SCP-069 en vie et en bonne santé. Ce sosie sera, pour ainsi dire, identique à l'original et même les tests ADN et les empreintes digitales seront identiques à ceux de l'original. Les amis et la famille n'auront aucune idée qu'une entité anormale a pris sa place, car en plus de prendre toutes les qualités physiques de la personne décédée, le SCP-069 récupérera également ses connaissances et ses souvenirs. Il agira exactement comme la personne décédée, à une seule différence près. Ceux qui côtoient le SCP-069 dans les jours et les semaines qui suivent sa transformation remarqueront que la personne se mettra soudainement à exprimer un fort désir de mettre de l'ordre dans sa vie. Cette phrase vague faisant allusion à un certain nombre de ses responsabilités. Il peut s'agir d'honorer des engagements en cours, soit personnels, comme le fait d'accomplir une faveur, soit financiers, comme le fait de régler des dettes ou de faire des projets de vie à long terme, comme ouvrir un plan de retraite ou actualiser son testament. Ils chercheront également à rendre visite à des membres de la famille éloignés, à raviver des amitiés oubliées ou à accomplir d'autres actes, comme ceux qui se sont accumulés tout au long de la vie et qui sont souvent repoussés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le SCP-069 ne semble pas avoir conscience de ses précédentes incarnations, et il ne conserve aucun souvenir ou aptitude d'une personne à l'autre. Lorsqu'on demande à un SCP-069 pourquoi il adopte ce nouveau comportement, il affirme n'avoir aucune arrière-pensée, si ce n'est le désir profond de mettre de l'ordre dans sa vie, car après tout, on ne sait jamais quand un accident ou un décès imprévu peut survenir. Le SCP-069 ressent la douleur, les blessures et meurt tout comme tout autre être humain. Mais ces points communs cessent au moment précis où il meurt. Lorsque le SCP-069 meurt, son corps se décompose rapidement et se transforme en poussière presque instantanément. La Fondation a essayé de préserver son corps, ou au moins d'en retarder la décomposition, mais jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué. Après sa mort, le SCP-069 se réincarne dans la dernière personne récemment décédée, quelle que soit la distance qui la sépare de l'endroit où le SCP-069 est mort. Il ne semble pas y avoir de limite de distance à cette capacité, et la plus grande distance enregistrée par la Fondation est de 675 km. La Fondation SCP a été informée de cette anomalie après que des agents de terrain ont appris qu'un pompier avait miraculeusement survécu à l'incendie d'un bâtiment extrêmement meurtrier qui a coûté la vie à 2 autres pompiers et à 11 civils. Le pompier était sorti indemne de l'immeuble, bien que sa combinaison et son équipement aient subi des dégâts tels que leur propriétaire n'aurait en principe pas pu y survivre. Environ 3 semaines plus tard, le même pompier est intervenu sur un autre important incendie. Il a disparu dans une pièce enfumée et a été présumé mort, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Seule une femme a été secourue, et tout comme le pompier, elle semblait indemne, ce qui était pratiquement impossible étant donné les circonstances extrêmement dangereuses dans lesquelles elle a été sauvée. Le jour suivant, une équipe de confinement de la Fondation, la Force opérationnelle mobile XI-3, également connue sous le nom de Body Snatchers, a été dépêchée à l'hôpital où elle se rétablissait. Et le SCP-069 a été identifié et placé sous la garde de la Fondation pour la première fois. Le confinement de cette anomalie particulière s'avéra cependant assez délicat, notamment parce que ses caractéristiques n'étaient pas parfaitement connues.
Plusieurs années après sa capture, un garde chargé de surveiller la cellule du SCP-069 a été tué lors d'une brèche dans le confinement par un autre SCP. Et la proximité du cadavre du garde et du SCP-069 lui a permis de prendre possession de son apparence. Même si l'on découvrit rapidement que le changement avait eu lieu, et bien que le SCP-069 fut de nouveau placé en confinement, il insista sur le fait que la Fondation faisait une erreur et emprisonnait l'un des siens. Avec le temps, ces protestations s'estompèrent et le SCP-069 devint relativement docile et coopératif avec le personnel, jusqu'à ce qu'une énorme erreur soit commise, nécessitant un changement radical du protocole de confinement. Un jeune chercheur chargé du SCP-069 a accidentellement révélé que la famille de l'agent avait été informée de sa mort, ce qui a semblé bouleverser le SCP-069, lequel a réagi à la nouvelle en tentant de se suicider. On ne sait pas exactement ce qui a déclenché cette réaction, car auparavant, le simple fait pour les SCP-069 d'apprendre qu'ils étaient des imposteurs ne semblait pas avoir cet effet, mais le fait que la famille apprenne la mort de la personne originale semble avoir un grand impact sur le SCP-069. Suite à cet événement, le SCP-069 a été placé sous surveillance pour prévenir toute nouvelle tentative de suicide, et les programmes visant à utiliser d'autres employés de la Fondation SCP récemment décédés comme cible potentielle pour en apprendre davantage sur le SCP-069 ont été suspendus. Le SCP-069 vit toujours sous les traits de l'ancien gardien et est détenu sur le site de confinement pour humanoïdes 063. Il persiste à dire qu'il est en fait l'agent décédé et exprime toujours le désir de mettre de l'ordre dans sa vie. Bien qu'il ait l'apparence, la voix et le comportement de l'ancien agent de la Fondation, il ne doit pas être traité comme tel, même s'il est tentant pour les anciens amis et collègues du défunt de lui rendre une dernière visite. Si le SCP-069 tente ou réussit à briser le confinement, il doit être maîtrisé par des méthodes non létales. Si le SCP-069 meurt alors qu'il est en confinement, les agents de la Fondation doivent surveiller de près tous les rapports d'incidents où il apparaît que quelqu'un a réussi à échapper à une mort certaine, car c'est le signe que la personne est en fait le SCP-069. La Fondation continue toujours d'étudier cette étrange anomalie, qui a été classée comme sûre, et même si nous ne comprendrons jamais complètement ses facultés, peut-être pouvons-nous en tirer des enseignements en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'une seconde chance. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-3998, la sorcière en osier vit, pour découvrir une autre histoire étrange d'un SCP qui n'est peut-être pas exactement ce qu'il semble être. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.